je vais vous retracer un contexte en fait, qui est la reconnaissance et la construction des savoirs des malades, on va dire malades et en santé. Qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment ? C'est quoi les marqueurs de la visibilité de ces constructions et de cette reconnaissance des savoirs? Et puis, je vais essayer, avec vous, de le caractériser dans le champ de la santé mentale, de la psychiatrie et des addictions. Cette notion de fait social qu'est la reconnaissance des savoirs des malades, c'est quelque chose qu'on a mis en évidence il y a un peu moins d'une dizaine d'années avec un collectif de chercheurs. Et puis vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre ces propos-là. Ici, je souhaite voir un peu quelles sont les tendances très très récentes et qu'est-ce qui se passe à la fois un peu à l'étranger et surtout en France, parce que c'est un champ extrêmement actif et fructueux qui émerge là devant nous et avec vous. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous mettre une petite chose et un petit travail dans votre tête. Ça ne va pas être douloureux. D'habitude, en fait, lorsqu'on a une salle un peu moins importante, je fais une interaction, mais là, c'est compliqué, puis surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'idée, c'est que vous pensiez à un moment de votre vie durant lequel vous considérez que vous avez été malade. Je prends 30 secondes. Donc, ça peut être un moment d'une maladie chronique, un moment aigu, ou alors, si vous ne trouvez pas de moment où vous avez été malade, en interaction avec le système de soins ou de santé, en interaction avec des professionnels de la santé, vous-même. Et la question que je pose, qui est ma question de recherche et qui est la question qui va aussi tirer tout au long, que l'on va essayer de tirer tout au long de cet atelier avec Yves et Frédéric, c'est qu'est-ce que vous en avez appris ? Ça a l'air d'être une toute petite question comme ça. Moi, je pense que j'en ai encore pour le reste de ma vie à essayer de capter toutes les conséquences de ça. Et donc, je vous mets cette question dans votre tête, et puis on reviendra et vous allez voir comment ça va illustrer et comment ça va revenir tout au long de la présentation. La reconnaissance des savoirs des malades et en santé, aujourd'hui, on peut dire que c'est visible selon 5 grands domaines qui nous permettent de voir et de dire c'est visible. Donc, ce n'est pas moi, Emmanuel Jouette, qui raconte ça. Il y a des visibilités et des preuves de ça. Alors, on le voit, ça s'assoit sur des lois, sur un cadre législatif. Ça s'assoit sur la construction, la création de diplômes et de certifications. Ça s'assoit également sur l'apparition, l'émergence de figures, de pratiques et d'usages à l'intérieur du système de santé, mais également à ses marges et à son extérieur. Et sur un cadre conceptuel, les chercheurs cherchent et de temps en temps essaient d'avoir des pensées et de construire une pensée qui nous permet à la fois vous, professionnels ou personnes concernées, de mieux se situer dans le monde. Donc là, sur ces questions-là, c'est très très fructueux depuis 10-15 ans. Même si ça remonte à plus longtemps. Et puis, on rajoute à ça la e-santé, tout ce qu'on met derrière le mot e-santé, et j'y reviendrai. Ça, très brièvement, en fait, c'est dans un cadre plutôt de l'ensemble des maladies somatiques, chroniques. Je ne vais pas détailler parce que je vais vous les détailler pour le cas de la psychiatrie, de la santé mentale et des addictions. Donc vous voyez en fait qu'on a des choses qui se passent depuis longtemps. Donc au cas législatif, on est depuis Ottawa. Les pratiques, les figures, on a des patients formateurs, des patients ressources, des patients navigateurs, médiateurs santé-pairs, mais on a aussi des pairs aidants dans les groupes narcotiques anonymes, etc., alcooliques anonymes depuis les années 30. Donc quelque chose qui remonte depuis très longtemps. Et puis, vous voyez donc toute la notion des cadres conceptuels avec des concepts qui peuvent être ceux utilisés qui viennent de la didactique des sciences, qui sont les approches allostériques utilisées par le TP depuis 30 ans, mais aussi des choses assez nouvelles comme l'évidence-based activisme, l'activisme basé sur des preuves, ça c'est la sociologie des sciences qui le dit, également ce qu'on appelle l'épidémiologie populaire ou les notions aussi d'empowerment, etc. On va revenir là-dessus. La e-santé, ça découpe 3 domaines. La e-médecine, ce qu'on appelle le quantify self. Il y en a peut-être entre vous qui ont des Apple Watch. Donc on compte ce qu'on fait, les pas qu'on fait, on se mesure. Et ça, c'est utilisé à la fois pour nous, mais aussi dans le système de soins. Et puis ça regroupe aussi les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur les forums, etc. Alors,
Comment on peut caractériser ça en santé mentale, en psychiatrie? Et je mets l'addiction également dans ça. Je vais vous donner des exemples. En fait, c'est pour vous aider à penser. J'espère qu'à la fin de cette présentation, ça vous donnera des volontés d'aller voir un peu plus loin et puis de voir que l'ETP, la question, c'est de savoir comment ça peut être intégré dans vos pratiques, mais ça, c'est pas moi qui vais avoir la réponse, elle est vraiment de votre côté. Le cadre législatif, donc je ne reprends pas l'OMS, etc. On a en France, et je ne vais pas les lister non plus, donc toutes les lois, à la fois des lois sur la participation depuis 2002, mais également donc, les lois HPST, etc. Récemment, vous avez le rapport sur l'an 2 de la démocratie sanitaire qui assoit véritablement cette histoire de reconnaissance des savoirs des malades. Et puis plus spécifiquement, par exemple, vous avez en fait des... programme, je pense aux États-Unis, la notion de père aidant en fait est inscrite dans la loi. Dans certains États, c'est la loi de santé qui oblige, qui contraint, comme peut faire toutes les lois, les professionnels de santé et les institutions à employer des pères aidants à l'intérieur de tous les services psychiatriques. Donc c'est plus une option, c'est une obligation et c'est légiféré. Donc la loi, on a un cadre comme ça qui va nous permettre de faire des choses à l'intérieur de ce cadre. On voit aussi, depuis quelques années, donc l'apparition d'une certification de cette reconnaissance des savoirs des malades, notamment par la création de diplômes. Alors, il y a des tas de choses. On a des DU, des masters, des doctorats d'éducation thérapeutique. Parmi vous, il y en a qui donc, sont diplômés. Vous êtes tous diplômés, normalement, au moins des DU, mais il y a des masters et des doctorats dans lesquels... Et là, quand je prends ça, je parle des personnes concernées par la schizophrénie ou les troubles psychiques qui vont rentrer à l'université par l'entrée de la maladie, que vous avez sans doute peut-être côtoyé dans les formations auxquelles vous avez participé. On a ce qu'on appelle les universités des patients, avec Paris, Marseille, Grenoble, ça fleurit à peu près en France et partout. On a le DU rétablissement qui existe et qui était là il y a 2 ans, je crois. Le diplôme de médiateur santé-père, donc, qui va reprendre bientôt sous un niveau de licence professionnelle. Donc on voit bien là qu'on assoit véritablement à un niveau assez élevé, Bac plus 3, cette reconnaissance des savoirs. Et puis aussi également le DU santé mentale dans la communauté qui intègre dans ses participants des membres des associations, des membres et des personnes vivant avec des troubles psychiques. Une petite parenthèse, parce que c'est mon dada, il y a d'autres cadres de processus d'apprentissage qui ne sont pas ceux formels. Je reprends d'abord, par exemple, dans les autres cadres, les cadres formels qualifiants qui ne donnent pas lieu à un diplôme, qui donnent lieu à une certification. Là, on va typiquement avec des programmes, par exemple des d'ETP, des familles, pour les programmes pro-famille. Il n'y a pas de diplôme à la fin, véritablement. C'est pas monnayable sur le marché du travail. En revanche, c'est une certification et ça a de la valeur. On a des cadres non formels et semi-formels de processus d'apprentissage. Évidemment, le groupe de pairs, tout ce qui se passe, il y a de l'apprentissage, il y a de la construction de savoir dans les GEM, dans les groupes de parole, dans les rencontres associatives. Et puis, et ce qu'on appelle le cadre informel dans les sens de l'éducation d'apprentissage, le corps, les échanges, la danse, les arts, les émotions, l'amour, le voyage. Tous ces moments-là, toutes ces perceptions-là sont des moments d'apprentissage de soi, de nouvelles constructions de savoir. Et l'idée, c'est comment on réintègre ça dans un parcours personnel et dans une vie. Les nouvelles figures et les nouvelles pratiques. Alors là, je vous ai mis des petites choses. Je vais faire souvent référence à un modèle qui s'appelle le modèle de Montréal en ce moment, puisque depuis quelques années maintenant, la faculté de médecine de l'Université de Montréal met en place ce qu'ils appellent un partenariat patient et qui va avoir lieu dans l'enseignement, dans l'accompagnement et dans la recherche. On va revenir là-dessus. Donc, dans leur partenariat dans l'enseignement, aujourd'hui, ils ont 300 patients formateurs donc, qui sont formés, qui accompagnent près de 2500 étudiants par an et qui sont en position de mentorat pour 80 étudiants par an. Là-dedans, il y a des patients qui ont des troubles psychiques, qui accompagnent des professionnels des sciences de la santé, ça va du médecin, des étudiants en médecine, aux ergothérapeutes, tout compris, aux infirmières, etc. Je vous ai mis d'autres choses. En France, on n'est pas si bête que ça.
Donc ça, c'est dans Le Monde qui titrait ça il y a quelque temps. Bobigny, Paris 13 est en train de mettre en place ce genre d'expérience. Vous avez les différentes étapes, donc mentorat et activité. Il y a des gens, j'ai vu des gens de Profamille, je sais qu'ils sont embarqués là, dans cette expérimentation-là aussi. Et puis par exemple à Lyon, il y a eu le projet Pactem, donc c'est l'université de médecine de Lyon, qui a posé cette question de participation des patients à la formation médicale. Moi, je suis intervenue avec Marianne Schöndorf, qui est une personne qui a été diplômée en éducation thérapeutique et qui est concernée par les troubles psychiques. Et l'idée là, c'était de faire intervenir des personnes des associations, des personnes concernées par la maladie, auprès des étudiants en médecine, et puis d'avoir le retour. Donc, allez voir sur le site Pactem, parce que vous allez voir ce qu'en pensent les étudiants. Et puis ça, tout récemment, ça c'est nos amis québécois qui m'ont parlé qui m'ont montré ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'école de partenariat, et donc on est dans cette école de partenariat. C'est l'intervention en fait des personnes à Montréal aussi. Mais ça c'est tout nouveau en fait, c'est un module nouveau. Donc on voit que les patients arrivent à la fac. Non pas pour être des étudiants, mais pour être des enseignants et des formateurs et des mentors. Alors, à l'intérieur du système de soins, on est dans l'accompagnement. Je continue avec Montréal. Donc là, vous voyez, ils en sont à 25 institutions, 26 équipes cliniques, dans lesquelles se trouvent ce qu'ils appellent des patients ressources, avec des objectifs d'amélioration de la qualité, de gouvernance, de politique publique, etc. À l'intérieur des systèmes de soins, donc vous avez maintenant en fait des personnes, et il y en a quelques-unes présentes ici, qui interviennent non plus dans leur lit, non plus dans la chambre, mais qui interviennent comme des professionnels, et ils vont devenir de plus en plus nombreux à être vos collègues. C'est une tendance assez, même si elle est minoritaire, elle est lourde et effective depuis quelques années. Alors on a évidemment l'expérimentation des médiateurs santé-pairs qui a quand même aujourd'hui n'est plus simplement au stade de l'expérimentation, on tend vers une généralisation, même si elle est petite quantitativement. Et puis, vous avez les patients experts en ETP, donc c'est-à-dire des personnes qui vont venir en binôme dans les consultations d'éducation thérapeutique ou aussi en animation des groupes d'éducation thérapeutique, comme on l'a vu, et on a vu les effets et les intérêts de ça. Je pense à ça aussi, c'est quelque chose qui s'appelle la RUCI au Québec. Pareil, il y a des programmes Brésil-Québec qui forment des personnes à intervenir dans les soins en clinique, et ça peut aller dans des soins et dans des endroits que vous considérez comme fermés, que vous considérez comme pas impossibles. Des interventions de médiateurs santé-père ou de père aidant en situation d'urgence, en première instance, dans la crise. Et ça, ça s'est passé aussi en France. Alors, on a des personnes aussi à l'intérieur du système de recherche, c'est hyper important, ça fait des années quand même. Les gens, par exemple, de King's College, le service SURE, Service User Research Enterprise, on est là depuis au moins 10-15 ans facilement, avec en fait des personnes qui vont faire de la recherche avec les chercheurs et avec les professionnels. Donc les hypothèses sont construites ensemble, le recueil de données est construit ensemble, l'analyse des résultats et la dissémination des résultats, ça se fait en co-construction et en partage. Ça, c'est hyper important parce qu'on voit qu'on ne pense pas de la même façon lorsqu'il y a des personnes qui vont poser une question de recherche et chercher une question de recherche, à trouver une question de recherche qui va nous rendre visibles des phénomènes que si on est simplement chercheur, entre guillemets, ou simplement professionnel, on ne verra pas. Et donc, un des modèles les plus aboutis aujourd'hui, c'est le modèle de Montréal. Je vous invite à aller le voir. Ils viennent de mettre en ligne à l'école du partenariat. Donc, c'est des modules développés pour vous faciliter, vous et faciliter les personnes concernées à travailler ensemble. Et là-dessus, on a une construction d'un référentiel de compétences du patient et un processus d'identification et d'habilitation des partenaires. Et là, on voit bien l'arbre ressources avec un patient qui s'appelle coach, patient ressources, avec dans la recherche, dans l'accompagnement et dans les formations. On a également des figures à la marge des systèmes institutionnels. Je ne les reprends pas, mais évidemment, dans l'art, on a des troupes, des écoles de théâtre, les Merveilleuses Têtes Heureuses, ça c'est le Québec. On a la Mad Pride, on a la Fada Pride, on a les associations Les Gemmes qui font des choses, même si là c'est à la marge.
On va aussi aller à l'extérieur. Mais là, on voit en fait quelque chose qui est de l'ordre où il se passe des choses et il y a des savoirs là qui se font à l'insu même des personnes qui sont en train d'agir. Et l'apprentissage, en fait, l'objectif de la Math Pride, c'est pas d'apprendre des choses ensemble. Mais c'est pas parce que c'est pas l'objectif que ça ne se passe pas. Et c'est super riche et c'est vraiment intéressant que vous puissiez le savoir et savoir les mettre en valeur. À l'extérieur des systèmes de santé, on a des choses comme des films, des auteurs. J'ai mis Garousse, je vous ai mis Irène, et puis évidemment les entendeurs de voix. Le colloque des entendeurs de voix, c'était au mois d'octobre à Paris. Il y avait 300 personnes. C'est 300 personnes. Il y avait, je le regrette, peu de professionnels et j'espère que la prochaine fois, il y en aura davantage. Je parle selon ce que j'en ai compris de ce qu'il dit, c'est que l'entente de voix n'est pas une maladie, n'est pas une schizophrénie. C'est une expérience subjective et il ne donne à personne le droit de dire que c'est autre chose que ça. Et ils transmettent d'autres choses dans leur rapport à cette expérience subjective qu'ils peuvent avoir. Et puis on a des choses comme ça, les groupes de pairs, c'est-à-dire des processus d'accompagnement entre pairs qui se font. Et là, on apprend des choses peut-être un peu différentes qu'en éducation thérapeutique. Et puis il y a des choses qui se mettent aussi en opposition donc, du système de soins. Évidemment, il y a du savoir là-dedans. La e-santé, la e-médecine, évidemment, donc on est tout ce qui est avec la révolution virtuelle, etc. Donc la cyberthérapie, mais aussi, et c'est surtout ça qui nous intéresse là, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Allez voir je les ai mis en addiction, allez voir le site psychoactif qui est fait par un consommateur, un usager de drogue et qui se définit comme usager de drogue, dans lequel il y a énormément de connaissances qui se font de croisement des savoirs. Je vous ai mis des choses plus institutionnelles, comme évidemment le psychom, parce que le psychom travaille réellement en co-construction sur la notion d'information. Donc c'est un très très bel exemple français, mais je pense aussi à un international qui est à valoriser. Ça c'est tout nouveau, c'est Addict Village, Addict Aid, c'est le village des addictions. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça parce qu'on est dans quelque chose qui utilise en fait la force d'Internet pour pouvoir donner de l'information, mais aussi former des gens. Il y a ce qu'on appelle des MOOC, il y a du e-learning, il y a de la formation à distance qui est une des voies pour le futur et notamment pour l'éducation thérapeutique. Vous allez construire des modules de e-learning bientôt. Ce ne sera plus simplement du présentiel, vous allez faire des choses en alternance, du blend learning, comme on appelle. C'est des choses à distance et des choses présentielles. Les personnes avec des troubles psychiques sont aussi en la demande de ça. Voilà. Donc, je ne vais pas vraiment avoir le temps. La modélisation conceptuelle, je voulais juste... donc là, on revoilà notre question... notre question de départ, donc qu'est-ce qu'on apprend de la maladie? Donc vous avez bien compris que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un cadre institutionnel ou de la maladie. Le cadre formel, c'est le cadre de la vie où on apprend à tout moment de la vie et tout au large de la vie. Je vous reprends 3 exemples qui sont très opératoires de concepts aujourd'hui. Je ne vais pas les développer, je n'ai pas le temps, j'en suis désolée. Et qui sont récents, c'est-à-dire l'autonormativité de Philippe Barrier, il y a eu un article dans la revue Santé Mentale et qui fait un lien avec le rétablissement, c'est-à-dire c'est moi qui décide des valeurs de ma vie, des valeurs de mon corps et de ma vie, pas une hétéronorme, et c'est la maladie qui va me permettre ça. Et à la théorie des capacités et le développement du pouvoir d'agir de Yann Le Bossé et puis théorie des capacités de Seine, là on est vraiment sur tout ce qui est l'empowerment. Et puis Catherine Touré-Turgis ou Bernard Andrieux parlent du maintien de soi en vie ou de l'autosanté. L'autosanté, c'est tout ce qu'on fait sans le dire à son médecin. Toutes les plantes qu'on prend, tous les compléments alimentaires qu'on prend, etc., etc. Toutes les activités qu'on ne considère pas forcément comme du soin, mais qui le sont, et puis qu'on n'ose pas vraiment dire aux professionnels, mais par contre, on va le dire à un autre usager. Et puis le maintien de soi en vie, c'est l'analyse par la sociologie de l'activité, de toutes les activités des malades. Ce sont des champs en expansion en termes de conceptuels et qui sont de plus en plus opératoires pour vous. Il y a beaucoup de thèses qui sont là-dessus. Ce que je voulais, pour finir, donc c'était essayer de vous dire ce petit mot-là, c'est-à-dire que l'idée est bien de regarder la maladie ou la santé, les soins comme source de moments d'autodidaxie, d'auto-formation. Et pour ça, si on regarde ça, donc c'est considérer
que la multiplicité, la diversité, la complémentarité de ce que Denis Jodelet appelle les mondes de vie, c'est-à-dire le monde de l'hôpital, celui de la maison, celui de la famille, celui des relations sociales, des comportements, des émotions, du corps, des pensées, du temps, etc. Tous ces mondes-là. Et puis, il faut considérer donc ces mondes-là et considérer ce que Moscovici appelle les folk science, c'est-à-dire les savoirs en gestation et en construction au sein de ces mondes. Le savoir n'est pas quelque chose uniquement académique, le savoir ne dépend pas des savants, il est aussi en chacun de nous. Et donc, dans ce survol des innovations qu'on vient de voir ici en cours en psychiatrie et en santé mentale, il apparaît que c'est aujourd'hui un des enjeux du système de santé que de ne pas les ignorer et surtout de les mettre en valeur, afin de transformer un patient en un apprenant de soi, pour soi et pour les autres, ainsi qu'en un chercheur engagé dans des pratiques et dans une vie nouvelle et épanouissante telle qu'il la conçoit lui-même. Je vous remercie de votre attention.